Merci les collègues qui sont assistants, qui sont présents, pardon, qui assistent aujourd'hui avec nous. Donc, les interventions elles étaient donc riches et de différentes disciplines. Donc, on va essayer d'apporter notre vision de la chose, donc complètement différente, qui explique en quelque sorte les lacunes que vous avez citées dans notre système de santé. Donc, cette communication qui a été élaborée avec mon collègue, donc Dr Bouraoui, sur l'offre de soins, face aux exigences éthiques et par rapport aux exigences économiques. Et donc, la santé, comme un bien, donc elle n'a pas de prix, mais malheureusement, elle a un coût. Donc, quand on parle de qualité de soins, il faut qu'il y ait non seulement de l'offre en termes de médecins, mais il faut qu'il y ait aussi des infrastructures équipées et surtout, il faut permettre aux usagers un financement adéquat. S'il suffit juste de former un médecin tout seul, sans un système qui l'accompagne, il ne peut pas faire grand-chose. C'est donc cette optique-là qu'on va essayer d'intervenir pour montrer justement que la qualité des systèmes de l'offre de soins dépend de l'offre de soins en termes d'infrastructure, d'encadrement médical, mais aussi elle dépend du financement qui existe. Donc notre système algérien est un système hybride entre le bévégien et le bismarckien. Donc il y a le côté qui est public, qui est gratuit, et il y a le côté libéral, donc qui est récemment intégré. Donc la partie gratuite, comme on dit, donc c'est financé principalement par l'État, donc comme un agent économique, donc qui offre les budgets qui couvrent les dépenses de fonctionnement et d'équipement, qui couvrent les achats de la pharmacie centrale, la PCH, qui approvisionne les hôpitaux publics et qui offre une médecine, donc qui couvre donc les rémunérations, les salaires des médecins du secteur libéral. Mais en même temps, il y a un secteur privé qui est financé une partie par la CNAS, mais une bonne partie par l'avance des frais de la population. Donc malgré que et les entreprises et la population cotisent pour les assurances sociales, le remboursement donc n'est pas à 100%. Donc la sécurité sociale ne couvre pas la totalité des dépenses et on a tendance de plus en plus que la situation économique s'aggrave, que la partie laissée pour le malade s'agrandisse. Donc, si le rôle d'un système de soins est de fournir des soins de qualité et veiller à répondre aux besoins, le problème c'est que tous ces objectifs dépendent des moyens mis à la disposition de l'économie. Donc les indicateurs de qualité, on a le personnel qualifié suffisant, les infrastructures équipées, la disponibilité du matériel médical et des médicaments, le système d'information fiable, le suivi des progrès médicaux, donc en termes d'équipements modernes, nouveaux programmes de soins et tout, et surtout les mécanismes de financement. Il faut avoir des mécanismes de financement solides. Sinon, autrement, ça serait donc inaccessible pour le malade. Ces derniers temps, depuis les années 80, donc on assiste à une forte demande de soins, une augmentation de la demande de soins causée par la transition sanitaire, qui veut dire on a en même temps les maladies chroniques avec les maladies transmissibles, donc ce qui complique un peu la tâche pour l'État, donc pour assurer un accès à l'ensemble des soins en réduisant les coûts avec l'égalité qu'il le faut, enfin l'équité surtout
qu'il faut. Donc les attentes sont énormes. Mais est-ce qu'on a autant de ressources et autant de médecins, d'infrastructures pour y arriver? Bon, ce qui explique justement les contraintes du système de soins, réellement, c'est les données économiques. Si on regarde ici, on a la courbe. J'ai fait en sorte de rassembler les 4 figures pour voir qu'il s'agit de la même tendance. On a l'évolution du PIB qui connaît une baisse depuis 2015, frappée par donc l'État, les ressources de l'État qui proviennent principalement des hydrocarbures ont subi un choc pétrolier. Juste après, on a connu la récession économique causée par la crise sanitaire du Covid qui est mondiale. Et dès que la situation économique a commencé à reprendre, on a une inflation mondiale causée par la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Donc, si on regarde le PIB, il y a une tendance à la stagnation, voire à la baisse depuis 2015. Pareil pour le PIB par habitant, donc le produit intérieur brut. Et si on voit de l'autre côté le budget de l'État, enfin les dépenses, le pourcentage des dépenses de santé en pourcentage du PIB, eh ben la courbe elle a la même tendance. Donc pareil pour le budget de fonctionnement de l'État. Le budget réel, c'est la courbe en rouge, mais quand on corrige les données par l'inflation, donc par rapport à l'IPC, l'indice des prix à la consommation, eh ben, le budget réellement, il a connu une baisse. Voilà. Donc la situation économique ne favorise pas l'amélioration des ressources allouées et on ne peut pas faire mieux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire mieux, donc on est en crise. C'est un cercle vicieux, donc pour en sortir, pour améliorer la qualité des soins, pour améliorer les conditions de travail des médecins, il faut d'abord améliorer les ressources de l'État, améliorer l'économie. C'est tout un ensemble. Donc, pareil pour donc les dépenses totales de santé. J'ai repris la courbe juste avant. Déjà, en pourcentage du PIB, on a une baisse. Donc, comme si on a sacrifié la santé, on a sacrifié le secteur de la santé pour d'autres exigences sociales et tout. Et avec encore l'augmentation de la population, donc on voit que la courbe de dépenses totales santé en pourcentage du PIB par habitant, donc elle a subi une baisse plus forte que la baisse de la proportion. Donc c'est encore plus grave. Voilà. D'ailleurs, si on compare la proportion des dépenses santé en Algérie par rapport au PIB, donc l'Algérie, on a 6,2, comparé à la France, au Cuba, 11,2. À la Tunisie, 7,3, donc on est un peu loin. Bon, par rapport à la Chine, c'est 5,4, donc on se croit qu'on est meilleur, mais le PIB de la Chine, il est nettement supérieur à celui de l'Algérie. Donc 5% de la Chine est beaucoup mieux que le nôtre. D'ailleurs, quand on compare les dépenses de santé par habitant, donc par habitant, on regarde que la Chine, c'est le double de l'Algérie. Et on est vraiment derrière presque tout le monde. On a juste la Tunisie et le Maroc juste derrière nous. Donc, faute de moyens. C'est faute de moyens. Donc, la sécurité sociale, qui est le deuxième acteur qui finance l'économie, n'est pas encore épargnée. Les ressources de la sécurité sociale connaissent une baisse depuis 2012. Courant, il est un peu stable, mais réel, donc constant. Donc en enlevant l'effet de l'inflation, réellement, il est en baisse. C'est ce que justifiait toutes les lois de déremboursement, de tarifs de référence, toutes les mesures de maîtrise des dépenses de la sécurité sociale. Et on remarque bien, on regarde bien que le nombre d'assurés sociaux est en baisse depuis 2015. Voilà. Les dépenses, par contre, sont en nette augmentation et à chaque fois, donc, on réforme, on invente des mesures pour justement freiner l'évolution de dépenses, pour ne pas dépasser
les recettes, donc pour épargner l'équilibre de la sécurité sociale. Mais tout ça au détriment de qui? Au détriment du malade. Donc, c'est pour ça qu'en regardant la proportion de la participation de chaque acteur dans le financement, donc dans les dépenses totales de santé, on remarque la proportion des ménages, donc des malades, ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, en 2017, plus de la moitié de la consommation des médicaments n'a pas été remboursée grâce aux mesures de la sécurité sociale, donc de droits de substitution, de tarifs de référence et et le déremboursement, carrément le déremboursement. Donc, les outils de maîtrise de dépenses instaurés par la loi, donc il y en a plusieurs. Il y en a du côté de l'offre, du côté de la formation, le numerus clausus, donc on limite la quantité des étudiants admis à telle ou telle spécialité. C'est pour justement agir sur la demande induite, donc on réduit le nombre de médecins pour réduire le nombre de consultations. Il y a la carte sanitaire afin de centraliser ce qu'on peut centraliser pour éviter de construire de nouvelles structures. Du côté de la demande, il y a le ticket modérateur, le déremboursement des médicaments, le tarif de référence et le droit de substitution des médicaments prescrits par le médecin, par les médicaments génériques, donc c'est des médicaments moins chers. Au niveau, donc les outils budgétaires, donc en limitant par le budget de l'État, et les prix, donc l'État elle fixe les prix des médicaments et elle contrôle la tarification des honoraires remboursés, seulement ce qui est pris en charge. Si on examine l'évolution du nombre de lits d'hospitalisation, eh ben, le nombre du lit d'hospitalisation est en nette baisse depuis 1960. Il n'y a pas eu de nouvelles, de gros investissements dans le sens. Il y a dans environ un peu plus, donc 22 ans, quelques investissements dans surtout les établissements spécialisés et pour les salles de soins, donc surtout pour les soins primaires, donc qui agit généralement donc la médecine générale, la vaccination, mais pas des soins hautement spécialisés. Donc ce qui est une contrainte pour le système de soins. Maintenant, si on regarde les données sur la densité médicale en Algérie en 2018, dans la globalité, on est bien. Donc, le standard de l'OMS, on a besoin. Donc, il faut avoir 1,5 médecins pour 1000 habitants. Ben, en Algérie, on a 1,7. Donc, toutes spécialités confondues. Donc, généralistes, spécialistes, on a 1,7. Donc, on est bien. Réellement, le problème réside dans certaines spécialités en détresse, comme la cardiologie, l'endocrinologie. Donc, c'est des spécialités trop demandées à cause de l'augmentation des maladies chroniques. Il y a aussi le problème de la mauvaise répartition. Donc, la majorité de l'offre se concentre dans les centres urbains, dans le nord. Donc, au détriment des zones rurales, au sud, voilà. Donc, la densité médicale détaillée selon les régions sanitaires, donc on a un médecin au total pour 1400. Donc, c'est une bonne densité. Donc, côté offre, d'accord. Donc, côté offre, on n'a pas de problème. Le problème, c'est le financement et l'infrastructure. Donc, l'éthique médicale dicte au médecin qu'il faut offrir les meilleurs soins et soulager le malade et essayer donc d'agir avec le maximum de son possible. Mais le problème, c'est quand on n'a pas assez de moyens, on est limité par ces moyens. Donc, on a vu tous durant la période du Covid, quand on avait plus de malades que la capacité de notre système de soins, donc on était obligé d'abandonner l'éthique et de rentrer dans ce qu'on appelle la médecine de guerre, donc favoriser les pompes d'oxygène pour les jeunes que les vieux. Donc là, le malade sera, quand il n'y a pas les moyens, il va même
laisser de côté l'éthique médicale. Donc, pour arriver à un respect de la déontologie et l'éthique médicale, il faut améliorer les conditions de travail, améliorer l'ensemble, pas seulement former les médecins, mais améliorer l'ensemble, parce qu'un médecin isolé tout seul, réellement, il ne peut rien faire. Donc il faut une infrastructure, un plateau technique, tout un système de financement, parce que même si on a les hôpitaux privés très bien dotés en équipement, mais les soins coûtent tellement cher qui ne sont pas accessibles à tout le monde, sauf ceux qui en peuvent. Donc, et ça, c'est pas l'objectif d'un système de soins. Donc, pour conclure, donc, c'est ma propre conclusion. On n'a pas un problème dans l'offre. La quantité formée, d'ailleurs, on exporte des médecins, si je peux utiliser le terme. On parle de plus de 15 000 médecins algériens qui exercent en France seulement, des médecins formés en Algérie. Donc, malgré le numerus clausus, donc on a autant de médecins. Il y a des médecins en chômage, il y a des médecins qui changent de vocation. Donc, il n'y a pas un manque de médecins, il y a un manque de tout un tout, de tout un ensemble qui doit accompagner ce médecin. Donc, même pour la formation, il n'y a pas de problème, parce qu'on a des médecins algériens formés en Algérie qui travaillent à l'étranger normal. Donc, la qualité des soins en Algérie dépend surtout des infrastructures, des mécanismes de financement, et réellement aussi de tout un ensemble, parce que le système de santé ne peut pas être isolé de l'enseignement, ne peut pas être isolé de l'économie, parce que pour améliorer la santé, il faut qu'il y ait un certain revenu acceptable, il faut que les gens aient les moyens, il faut que l'État ait les moyens, donc il faut développer l'économie, l'agriculture, l'ensemble des secteurs. Il faut qu'il y ait une interaction. Sinon, on rentre dans ce qu'on est maintenant, un cercle vicieux de pauvreté, de pouvoir d'achat faible, de médecine, ainsi de suite. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'étais explicite au maximum. Merci. Merci, docteur Azri, pour